Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. 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 Bienvenue pour ce webinaire Les éclairages de l'IA, aujourd'hui sur la filière bâtiment et énergie. Les éclairages ou les perspectives? Perspective. Les perspectives, c'est ça. Éclairage et perspectives, on devrait les appeler. On va attendre juste 2-3 minutes que les gens arrivent. Merci déjà à tous d'être là et de vous intéresser au sujet. Voilà, encore juste une minute que les gens peut-être terminent de manger et puis je ferai l'introduction du webinaire avant de donner la parole à nos experts du jour. On avait un fort intérêt sur ce webinaire aujourd'hui avec une centaine d'inscrits. Comme je vois qu'il en manque encore pas mal, on va vous faire patienter, mais en tous les cas, je vais peut-être déjà charger le visuel de la journée, enfin de la journée, non du webinaire, de l'heure. Et dans une minute, on va pouvoir commencer. Bon, on va lentement peut-être commencer. C'est toujours pour les gens qui sont déjà là. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Du coup, rebonjour à tous. Je suis Laure Quintin, directrice Europe du pôle de compétitivité Minalogique, le pôle du numérique. Et nous pilotons Minasmart, une initiative régionale financée par la Commission européenne qui accompagne, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans leurs efforts de digitalisation. Dans ce cadre-là, et en collaboration aussi avec le MIAI, le cluster IA de Grenoble, nous organisons donc une série de webinaires en 2025 sur l'IA appliquée à différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, en partenariat avec nos collègues du pôle Ténerdis, vous assistez au webinaire sur l'IA pour le bâtiment et l'énergie. Ingrid, tu veux peut-être dire 2 mots? Bah oui, juste souhaiter la bienvenue à tout le monde et dire que je suis ravie de contribuer à cette édition du webinaire et pour laquelle nous avons convié donc des adhérents du pôle Ténerdis à venir témoigner de leur usage de l'IA dans la filière énergie pour le bâtiment. Voilà, donc merci pour la proposition de collaboration et très bon webinaire à tous. Super, merci. Alors, en introduction, juste quelques informations générales. Le webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube Minalogique et les présentations d'aujourd'hui vous seront envoyées aussi avec le lien du replay par email la semaine prochaine. Ensuite, on a prévu 5 minutes de questions-réponses ou plus, si besoin, bien sûr, après chaque présentation. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Pour des raisons de fluidité, on a désactivé vos micros et vos caméras. Posez vos questions dans le chat. Si vraiment vous avez envie et un besoin brûlant d'échanger avec nous, signalez-le aussi dans le chat. On pourra bien sûr ouvrir votre micro ou votre caméra. Voilà.
Je pense que ceci étant tout posé, je vous présente rapidement ce qu'est MinaSmart. Donc, j'en ai parlé en introduction. C'est le programme aujourd'hui dans le cadre duquel on propose cette série ce webinaire. Donc, MinaSmart, c'est donc un projet financé par la Commission européenne qui réunit sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes 13 partenaires. Les pôles de compétitivité du numérique et clusters du numérique, deux centres de R&D dans le numérique, l'INRIA et le CEA, et enfin les pôles de compétitivité experts des secteurs d'activité ciblés dans MinaSmart, que sont le textile, l'agri-agro, la santé, l'industrie, la chimie et l'environnement, le transport qui manque, je vois, et l'énergie représentée donc aujourd'hui par Tenerdis et le sujet du webinaire. Donc, l'objectif de MinaSmart, c'est d'accompagner les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes dans leur transition numérique en fournissant des services d'information, de diagnostic, de prototypage, de montée en compétences et d'aide à la recherche et à l'obtention de financement pour réaliser effectivement le passage à l'échelle en adoptant donc ces technologies de cyber, d'IA et de calcul intensif. En gros, c'est ce que c'est la promesse de MinaSmart. Juste avant que vous ne partiez trop vite, et si jamais, à la fin du webinaire, et si jamais ça vous intéresse, sachez que la prochaine édition des perspectives de l'IA, c'est tout début novembre, le 4, sur le sujet de la chimie et de l'environnement. Aujourd'hui, pour nous parler d'IA pour la filière bâtiment et énergie, nous avons donc 3 experts adhérents Tenerdis. Michel Roqueplan, CEO d'Inescence et coprésident de la commission IA de la Smart Building Alliance. Julien Gallois, directeur général de la société Lovit, et Xavier Brunot, CEO de Vesta Systems. Je vais donner la parole à Michel Roqueplan qui va nous présenter, s'il vous plaît, les enjeux et les besoins de la filière en termes d'IA. Monsieur Roqueplan, je vais partager vos slides. Et vous me direz bien, s'il vous plaît, à chaque fois, quand est-ce que je dois changer de planche. Pas de problème. Bonjour à tous. Alors, ça charge. Ça s'affiche, Michel Roqueplan, donc tout à fait. Moi, je suis issu de la filière bâtiment depuis de nombreuses années. Inescence, c'est une société de contractants général qui traite des projets sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception jusqu'à la livraison, pour tout ce qui est essentiellement bâtiment résidentiel et quelque peu aussi bâtiment tertiaire. Je me préoccupe d'énergie et d'intelligence artificielle depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et j'ai également une start-up qui aujourd'hui développe une solution d'intelligence artificielle pour la gestion économe des logements. C'est en fait du monitoring, mais avec une couche d'intelligence dessus. Donc, une solution proactive qui pourra agir en l'absence d'opposition de l'usager. Voilà, je suis également, comme c'était précisé, membre du conseil d'administration de la Smart Building Alliance et coprésident de la commission IA. Dans le sujet d'aujourd'hui, et compte tenu du temps qui était imparti, il a fallu effectivement faire des choix. Donc, j'ai choisi de traiter des effets de l'IA sur le bâtiment, mais non pas le bâtiment pris dans le sens de filière bâtiment, mais de objet bâtiment, c'est-à-dire cette construction, qu'elle soit tertiaire ou résidentielle, qui abrite nos activités professionnelles ou bien nos activités privées. Donc, vous pouvez passer le slide suivant. Les technologies de l'IA
pour le bâtiment sont intéressantes dans le sens où elles nous permettent une analyse de données complexes, une analyse massive de données complexes. Elles sont également, au niveau des technologies du machine learning, capables d'apprentissage et donc d'avoir une modification autonome des effets. Et elles sont également capables de prendre des décisions adaptées. Alors, soit de prendre des décisions adaptées sur la base des scénarios qui ont été programmés, soit effectivement de permettre à l'humain de prendre des décisions adaptées en fonction des données qui sont mises à sa disposition. La grande différence, c'est que contrairement aux logiciels traditionnels, les outils d'IA s'adaptent et évoluent. Ce sont essentiellement des outils prédictifs. Et donc, effectivement, cette évolutivité, des informations permet d'avoir une adaptabilité au niveau de la gestion du bâtiment, dont on va voir qu'elle est essentielle dans l'optique, bien évidemment, de réduire l'empreinte carbone du bâtiment et dans la réduction de cette empreinte carbone, de diminuer sa consommation énergétique. L'avantage de tout ça, c'est qu'effectivement, on peut spécialiser ces outils justement sur cette performance et cette sobriété énergétique qui aujourd'hui est le sujet central pour la filière. On verra en quoi tout à l'heure la filière effectivement est un acteur essentiel et important de cette transition énergétique. Même sans modification et sans transformation de cette filière, il n'y aura pas de transition énergétique efficace. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, rendre les bâtiments intelligents, ça passe essentiellement, bon, bien sûr, par des systèmes communicants, mais ça passe aussi par une omniprésence des capteurs qu'on dispose à divers endroits au moment de la construction ou bien au moment de sa rénovation. Et ça concerne aussi bien le bâtiment, qu'il soit tertiaire ou résidentiel. Bien sûr, pas avec les mêmes fonctions, puisque ce ne sont pas les mêmes usages, mais il y a une transversalité au travers des usages, il y a une transversalité des datas qui sont récoltées. Rendre le bâtiment intelligent, c'est augmenter sa performance. Quand vous mettez par exemple des capteurs de température ou d'humidité, vous contribuez à augmenter le confort des usagers dans leur environnement professionnel ou dans leur environnement privé. Si vous mettez des capteurs de présence, vous contribuez au fait de, par exemple, très simplement, diminuer l'éclairage dans des pièces qui sont occupées ou dans des pièces qui ne le sont pas, dans des salles de réunion qui sont occupées ou dans des bureaux qui ne le sont pas. Donc, bien évidemment, ça augmente la performance et l'efficience. Si vous mettez des capteurs concernant la qualité de l'air, vous augmentez, bien évidemment, vous déclenchez la ventilation à des moments ad hoc et vous allez dans le sens de la préservation de la santé des personnes qui sont dedans. Ça contribue aussi à le rendre plus autonome. Alors, des capteurs d'humidité, de température, non, on reste sur ce slide pour l'instant. Les capteurs d'humidité, de température rentrent dans l'autonomie, mais si on veut changer un petit peu d'exemple, si vous avez des capteurs, par exemple, d'ouverture de porte ou de fenêtre, ça permet de couper le chauffage au moment où ces fenêtres ou ces portes sont ouvertes, et donc on a un gain d'efficience énergétique. Ça permet également de faire de la détection d'intrusion ou des choses comme ça. Ça permet également, ces capteurs, de le rendre plus durable. Il est bien évident que si vous avez une gestion performante et ajustée de tous les systèmes, vous pouvez vous permettre effectivement de connaître de façon très précise leur état et de savoir à quel moment des dégradations ou des usures de ces systèmes pourraient les rendre moins performants ou plus énergivores. Vous pouvez aussi aller jusqu'à des capteurs structurels qui sont en capacité de rendre compte des mouvements ou des vibrations ou de détérioration que le bâti structurel pourrait subir. Et bien évidemment, vous augmentez son efficacité énergétique, puisque à partir du moment où vous surveillez tout cela, vous avez une image et un entretien du bâtiment qui est bien évidemment renforcé, ce qui aboutit à sa durabilité, indépendamment de toutes les décisions qui sont prises en conception quand on fait l'ACV, l'analyse de cycle du bâtiment.
Tout cela, il est possible donc, ça permet de recueillir des données en direct, 24 heures sur 24, chose qui n'est pas possible sinon. Ces données peuvent être stockées, analysées, transmises, sécurisées, si bien évidemment vous vous êtes préoccupé de cybersécurité, mais ça aujourd'hui, plus personne ne passe à côté. Ça permet une facilité du suivi des consommations, pas seulement des consommations électriques, mais également des consommations d'eau, par exemple, notamment avec de la détection de fuite. Et ça permet d'automatiser certaines tâches et d'encourager la mobilité interne. Alors, pas dans le résidentiel, mais dans le tertiaire, par exemple, où effectivement, la gestion de salles, la gestion de bureaux, notamment aujourd'hui avec le développement du télétravail, où on peut effectivement optimiser les espaces. Slide suivant. Donc, l'IA pour le bâtiment intelligent, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'optimisation en temps réel. Parmi les usages les plus courants, vous avez l'optimisation des modèles énergétiques. Alors, c'est quoi l'optimisation des modèles énergétiques? C'est utiliser justement ces outils d'IA pour arriver à des modélisations intelligentes, pour arriver à du monitoring et arriver à créer des scénarios qui vont effectivement permettre de réduire la consommation énergétique. Tout le monde connaît la domotique, donc qui régule la température et pas que, c'est effectivement le sujet principal, mais ça ne régule pas que ça, qui régule la température en fonction du temps de présence dans chaque pièce. Avec la domotique, alors là, plus dans le résidentiel que dans le tertiaire, vous arrivez à intervenir sur les 5 usages du logement. Très spécialement, donc chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, production de chaude sanitaire, ventilation et électricité générale comprenant l'éclairage et les appareils électroménagers. Vous avez un contrôle et une adaptation de la qualité de l'air. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les bâtiments tels qu'on les conçoit aujourd'hui, on parle beaucoup d'isolation. Mais quand vous isolez un bâtiment aujourd'hui, comme on l'entend, globalement, vous faites un thermos. Si vous n'avez pas une régulation et une ventilation performantes, bah, vous créez plus de problèmes que ce que... Alors, certes, vous économisez de l'énergie, mais vous créez plus de problèmes que ce que vous trouvez de solutions. Vous avez toutes les problématiques de détection en temps réel de fuite, des émanations de fumée, de particules polluantes. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de la qualité de l'air également, ces particules polluantes sont particulièrement observées. On sait maintenant depuis plusieurs années que de toute façon, notre air intérieur est quasiment presque plus pollué que notre air extérieur. Et vous avez toute la problématique de la maintenance prédictive qui effectivement va aboutir dans quelques années au fait d'avoir des contrats d'entretien qui ne seront plus d'ailleurs des contrats d'entretien, mais qui seront des contrats d'absence de panne, parce qu'effectivement, on saura anticiper tout cela. Bon, voilà. Donc, l'IoT donne au bâtiment la faculté de récolter des données, mais ça reste quand même l'IA qui, par l'analyse et le traitement, la puissance d'analyse et de traitement des données, permet au bâtiment d'exprimer une intelligence réelle sur les usages, permet les adaptations et permet l'optimisation des systèmes. Slide suivant. Alors, tout se passerait bien si effectivement, dans le meilleur des mondes, si effectivement il n'y avait pas des freins. Quels sont ces freins? Bon, essentiellement aujourd'hui, le manque de données structurées. Tous les bâtiments qui existent aujourd'hui ont été construits dans des périodes de temps où ces préoccupations n'avaient pas cours. Beaucoup de bâtiments datent d'avant les années 90 et pour les bâtiments d'habitation, certains même datent d'avant 73, c'est-à-dire d'avant le premier choc pétrolier, une époque où économie d'énergie, isolation, etc., c'était des terminologies qui n'existaient même pas. Donc aujourd'hui, ces bâtiments, il faut effectivement les équiper, il faut les digitaliser, et si vous voulez avoir des données, si vous voulez récupérer de la data, la digitalisation est le passage obligé.
Quand vous avez réussi à faire ça, les systèmes qui sont sur le marché sont nombreux, les langages qui sont également à disposition sont nombreux, et on a aujourd'hui un problème d'interopérabilité des systèmes. Les industriels aujourd'hui ont compris que les langages propriétaires, c'était fini, c'était plus un obstacle à leur développement qu'un avantage, mais on a aujourd'hui beaucoup de problématiques sur cette interopérabilité des systèmes, et il est essentiel de travailler là-dessus. Des protocoles totalement interopérables, comme vous avez peut-être entendu parler de Matter, dont on a surtout parlé, on a commencé à parler il y a à peu près 2 ans, quand ils ont fait une entrée un peu fracassante au CES de Las Vegas, sont encore des choses qui ont du mal à se développer, et qui ont du mal à trouver leur place. Même si pourtant ils sont, notamment en ce qui concerne Matter, poussés par les GAFAM. Les GAFAM ont au moins un point sur lequel ils sont d'accord, c'est sur le fait de développer ce genre de système. Vous avez parmi les freins la résistance au changement des acteurs, surtout dans le bâtiment. Le bâtiment est un secteur qui évolue très lentement, qui a du mal à se remettre en cause, et qui présente une résistance au changement qui est absolument extraordinaire. Je veux dire, aujourd'hui, les savoir-faire, que ce soit en conception, que ce soit en réalisation sur les chantiers, les gens ont du mal à sortir de leur zone de confort et à aller vers de l'innovation ou vers des systèmes nouveaux. Il y a toujours une grande méfiance par rapport à ça, avec un raisonnement qui est de dire c'est un effet de mode, ça va passer, et puis voilà. Il y a un second problème dans notre filière, c'est le problème du ruissellement des informations. Beaucoup de choses se font un peu en haut à la tête dans la conception de ces systèmes, mais avant que ça arrive à l'artisan, à la petite entreprise qui est sur le chantier, le chemin est long, et il est parfois compliqué. Un autre frein sont les coûts initiaux d'investissement. À supposer que effectivement une entreprise ait décidé de s'équiper, aujourd'hui pas mal entame cette réflexion au niveau de l'IA, il y a un coût d'investissement qui est relativement important, avec un retour sur investissement qui est souvent long et difficile à faire comprendre, dans un secteur où en plus économiquement, actuellement, la situation n'est pas très porteuse. Et vous avez enfin le déficit de compétences, mais ça, c'est génétique dans notre secteur. La formation est toujours, et depuis toujours, est toujours un petit peu à la ramasse. Et aujourd'hui, aller partir, amener les gens sur des formations de pointe, c'est toujours un petit peu compliqué. Des actions sont en cours. Des gens y travaillent, mais ça reste très, très long. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, le bâtiment intelligent, clé de la transition énergétique. En 2024, c'est des chiffres qui sont maintenant connus et reconnus. Le bâtiment a concentré 44% de la consommation énergétique finale française, 29% pour le logement, 15% pour le tertiaire. On voit la prépondérance du logement sur le tertiaire, avec une difficulté supplémentaire pour le logement, c'est que dans le tertiaire, vous pouvez imposer des règles. Vous êtes dans globalement un univers qui est régi par le Code du travail, et l'usager est un salarié. Ce qui définit le salarié, c'est le lien de subordination. Et donc, effectivement, dans le monde du travail, l'usager, le salarié, subit ce que sa hiérarchie peut imposer en termes de température, de ventilation, de chauffage, etc. Dans le milieu privé, c'est pas du tout pareil. L'usager est maître chez lui, et là, on se rend compte qu'effectivement, le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'on a beau lancer des campagnes de sensibilisation, des campagnes de publicité, on a beau mettre sur la table des subventions, pour autant, dans l'usage,
si vous voulez. Chaque occupant fait un petit peu ce qu'il veut, vit un petit peu comme il veut, et le fait de travailler sur l'enveloppe des bâtiments ou les systèmes ne suffit pas. On voit bien qu'avec 44% de la consommation finale d'énergie en France, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y aura pas de transition réussie sans une transformation en profondeur de ce secteur qui aujourd'hui est le poids lourd de cette consommation énergétique devant le transport et devant l'industrie. Euh, donc, pour transformer le secteur, ben, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intelligence artificielle, mais ça va passer par effectivement la digitalisation et donc les IoT qui vont conférer aux bâtiments tertiaires ou résidentiels, une fois de plus, cette collecte de données qui ensuite sera analysée par les outils d'IA. Le bâtiment peut devenir autonome aujourd'hui avec des panneaux photovoltaïques ou pour le résidentiel en appartenant à des communautés photovoltaïques, on peut avoir un bâtiment qui pourrait devenir presque autonome. Vous avez aujourd'hui un développement extrêmement rapide du secteur des batteries. Jusqu'à maintenant, faire du photovoltaïque sans pouvoir stocker l'électricité. Bon, ça permettait effectivement de réduire un petit peu sa facture. Ça permettait de récupérer éventuellement quelques subsides en revendant l'électricité sur le réseau, mais le compte n'y était pas et souvent les retours d'investissement par rapport aux investissements qui étaient faits décevaient les usagers. Aujourd'hui, avec le développement des batteries domestiques, on va pouvoir effectivement avoir un meilleur retour sur investissement, mais on va aussi avoir une complexification des choix. Un logement qui demain aura à choisir entre l'énergie réseau en fonction des tranches horaires qui existent aujourd'hui, mais qui vont être modifiées avec la tarification dynamique, ou bien choisir de s'approvisionner sur les panneaux photovoltaïques si on est en pleine journée et si ça produit, ou bien aller puiser dans les batteries qu'il aura chargées, soit avec de l'énergie réseau pas chère, soit avec des panneaux photovoltaïques. Ça va devenir d'une complexité telle que l'IA va pouvoir suppléer un petit peu à l'humain en traitant ce volume de données, extrêmement conséquent. La domotique, bien sûr, qui va rationaliser la distribution et la consommation électrique dans les espaces du bâtiment, et là, que ce soit bâtiment résidentiel ou bâtiment tertiaire, et en fait, tous les systèmes et tous les appareils connectés qui sont à l'intérieur et qui vont pouvoir renseigner sur le comportement des usagers avec des actions qui vont permettre de les inciter à devenir des consommateurs, ou bien avec des systèmes maintenant bientôt plus évolués où l'intelligence artificielle prendra le relais sur la gestion énergétique et où l'usager n'aura qu'à un peu, en toute transparence, laisser faire les choses, sauf à s'opposer si jamais il n'est pas d'accord sur la proactivité de ces systèmes d'IA. Slide suivant. Alors, les perspectives stratégiques à court et à moyen terme. Donc, malgré tous ces freins, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les années à venir des effets de l'IA sur le bâtiment? Ben, bien évidemment, l'optimisation et l'automatisation opérationnelle. Il est bien sûr évident que l'IA va piloter les flux, va pouvoir gérer certaines opérations énergétiques, de sécurité, de gestion des espaces dans le tertiaire. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure avec les salles de réunion, les bureaux, voire même en termes de mobilité, les parkings, les bornes, ainsi de suite. Nous pouvons espérer un développement de la maintenance prédictive et de la gestion intelligente qui effectivement aboutira à un usage des systèmes rallongé, avec effectivement cette capacité à pouvoir préserver ces systèmes. Et donc, en augmentant leur durée de vie, ben, c'est toujours pareil, moins de déchets et moins de choses comme ça. Slide suivant. Deux autres perspectives stratégiques, j'ai pris les quatre qui me paraissaient les plus principales. Bien sûr, l'amélioration énergétique et la durabilité du bâtiment. À partir du moment où vous allez faire de la maintenance prédictive sur les systèmes, vous allez allonger la durée de vie. Et bien évidemment, à partir du moment où vous allez gérer les flux, les flux énergétiques, vous allez arriver à une baisse de la consommation. Toujours pareil, tout en
préservant le confort de l'usager. Et enfin, l'adaptation des modèles et l'anticipation stratégique, ça remonte un petit peu au niveau de la conception, où avec l'IA aujourd'hui, en conception générative, on va pouvoir déjà, dès le départ, générer et créer des bâtiments avec des paramètres, des formes, des implantations qui seront optimisées. À côté du fait que de toute façon, moyennant tout cela, le bâtiment deviendra aussi une plateforme de services qui offrira aux usagers des services plus complets. L'exemple typique, c'est le jour où on a créé le smartphone, on n'a pas pensé qu'on aurait Uber Eats et ainsi de suite et qu'on s'en servirait pour faire plein de choses. Et le dernier slide, en forme de conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle se place comme un levier stratégique majeur pour accélérer la transformation du bâtiment et donc la transition énergétique avec des impacts qui effectivement sont tangibles et un potentiel de mutation profonde pour toute la filière, mais aussi pour l'objet bâtiment. La dernière phrase sur le dernier slide, c'est effectivement que, à mon sens, l'IA n'est pas une option, c'est maintenant une obligation. Et voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour cette panorama, comme vous disiez, peut-être pas complet, mais en tous les cas, sur toute la filière, mais en tous les cas, déjà très très complet et on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le bâtiment. Alors, on avait effectivement une question dans le chat quand vous avez abordé, Monsieur Roqueplan, les freins, les difficultés d'interopérabilité. Donc, on avait une question. Est-ce que pour résoudre Opérabilité. opérabilité des systèmes, la tendance est d'aller vers l'open source? Alors, l'open source, oui, mais c'est pas aujourd'hui, la panacée non plus. Donc, oui, l'open source est facilitateur, mais c'est pas ce qui va résoudre, c'est pas ce qui va résoudre le problème. Le problème, on va le résoudre effectivement en ayant des systèmes et des passerelles qui vont pouvoir effectivement faire communiquer ces systèmes. Mais voilà. Mais l'open source Oui. va amener un certain nombre de choses. Vous avez vous avez des plateformes comme en résidentiel, par exemple, Home Assistant, qui effectivement sont des choses en open source avec pas mal de choses accessibles, qui résolvent pas mal de problèmes. Mais bon, voilà. Super. Monsieur Brunot précisait aussi qu'il y a de plus en plus dans l'IoT d'utilisation de protocoles ouverts aussi. Oui, je pense que c'est aujourd'hui, c'est plutôt ça qui est utilisé. Il y a quand même beaucoup. Aujourd'hui, l'utilisation de protocoles ouverts est quasi une obligation hein, dans les règlements. Et donc, on a des protocoles ouverts terrain, filaire, qui sont Modbus, BACnet en particulier. Il y en a d'autres, mais c'est essentiellement ces deux-là. Puis ensuite, il y a tout ce qui est technologie IoT avec des protocoles très ouverts tels que LoRa, assez ouverts tels que Nacheon, plus ou moins ouverts tels que Zigbee, Matter n'est pas encore percé. Et ensuite, il y a la communication IP, qui est soit de l'IP local, soit de l'IP cloud to cloud. Voilà. Après, sur tous ces protocoles, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et qu'en fonction des configurations et des bâtiments et des typologies de bâtiments, certains peuvent être utilisés, pas d'autres. D'accord. Il y a quand même encore, voilà, il y a quand même des adaptations à trouver par typologie de bâtiment. D'accord. Alors, alors Léa Defest demande le protocole MCP. Qu'est-ce que vous en pensez? Un protocole comme un autre, un des nombreux protocoles qui effectivement sont aujourd'hui sur le marché. Et ben, je vais redire ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en en fonction des cas de figure, en fonction des cas d'usage et en fonction des typologies de bâtiments, il y a des protocoles qui sont plus ou moins adaptés. Il n'y a pas aujourd'hui, enfin tout au moins à ma connaissance, de protocole universel qui puisse répondre un peu à tous les cas Ok. d'usage et à toutes les typologies de bâtiments.
Très bien. Alors, dernière question avant de passer effectivement sur des cas concrets de réalisation avec Monsieur Gallois et Monsieur Brunotte. Dernière question. Quel type d'IoT vous semble le plus essentiel à la construction et l'apprentissage de modèles de gestion du bâtiment? La question, bien sûr, peut s'adresser aux trois experts. Hein. Ne vous sentez pas. Voilà. Quel type d'IoT peut le mieux s'adresse... Répétez-moi la question, je vous prie. Bien sûr. Quel type d'IoT vous semble le plus essentiel à la construction et l'apprentissage de modèles de gestion du bâtiment? Pour moi, tous les capteurs qui aujourd'hui nous renseignent sur la consommation énergétique, puisque aujourd'hui, ça reste quand même la problématique numéro un. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier Julien, mais pour nous, ce sont ceux-là qui effectivement sont les plus essentiels. Justement pour ça, la diminution de la consommation énergétique, c'est la diminution de l'empreinte carbone si on fait un raccourci. Alors, je sais pas quoi répondre. Hein. Le plus essentiel, c'est il faut avoir de la donnée. Ensuite, il y a des protocoles IoT, donc je les ai cités. Hein, j'en ai oublié au moins un ou deux d'ailleurs. Donc LoRa, aujourd'hui, très à la mode. Il y a Zigbee, plutôt pour le résidentiel. Il y a BLE aussi, hein, Bluetooth Low Energy, qui arrive, hein, je pense. Voilà, ensuite, mais il y a pas de règle, il n'y en a pas un qui est indispensable. Maintenant, il y en a qui sont plus pratiques à déployer. Et c'est quand même, déployer une solution IoT, c'est quand même pas nécessairement si simple que ça. Donc, c'est quelle est la plus simple à déployer, voilà, et la moins chère. OK. Bon, super. Monsieur Gallois, je vais vous donner la parole. C'est vrai qu'il nous reste 20 minutes. Madame Demour, on posera votre question à la fin, si vous voulez bien, encore une fois, aux trois intervenants. Il y a une question encore en suspens, mais je pense que on pourra y répondre à la fin. C'est tout bon. Merci. Bonjour, oui, je vais essayer d'être bref et de tenir un peu le tempo. Alors moi, je vais vous parler d'une initiative chez nous, alors qui est beaucoup moins IoT et qui utilise un autre angle de l'IA, qui est comment assister, vous allez le voir, comment assister le gestionnaire de parc, la personne qui gère un patrimoine, dans l'identification des aides disponibles et le remplissage des dossiers, des choses administratives à mettre en place sur les aides. Donc, pour vous situer un petit peu d'où on vient, hop. Donc, Loït, on est une PME, on est basé à Lyon, on existe depuis 5 ans. Aujourd'hui, on est 35 collaborateurs. On a un modèle un petit peu mixte, on est éditeur logiciel d'une solution qui aide à faire des plans pluriannuels d'investissement sur des bâtiments tertiaires. On s'intéresse uniquement aux bâtiments tertiaires. Et notre objectif, c'est de donner les clés aux gestionnaires de patrimoine sur sa trajectoire énergétique, notamment pour se mettre en conformité avec le décret tertiaire qui est maintenant bien connu et bien diffusé. Donc, on a une équipe mixte avec une partie logicielle et des ingénieurs auditeurs énergétiques qui accompagnent les clients dans la bonne utilisation de l'outil et sur des choix un petit peu ultérieurs. Donc, notre solution va rapidement recenser le parc, modéliser les bâtiments avec ce qu'on appelle un jumeau numérique, un jumeau énergétique du bâtiment. En jouant avec ce jumeau, on est capable de construire des trajectoires et ensuite de suivre ces trajectoires dans la bonne exécution. Ça, c'est ce qu'on a développé pendant les 4-5 premières années de Loït. Et on répondait à l'enjeu de filière qu'on a décrit, qui est de réussir à faire des économies avec un cadre qui est posé. 40% d'économies d'ici 2030, 50% en 2040 et 60% d'économies en 2050. Sur 1 milliard de mètres carrés, l'ADEME estime qu'il y a 350 € du mètre carré à investir pour réaliser cette transition, donc un enjeu énorme. Donc nous, on venait, avec Loït, apporter une solution technique pour comprendre le bâtiment. On s'est rendu compte que les passages à l'action n'étaient pas suffisants par rapport à ce qu'on aurait souhaité, parce qu'il restait un dernier verrou à débloquer, qui était le financement. Donc on ne peut pas résoudre toutes les clés du financement, mais au travers d'une initiative qu'on a lancée, un projet qu'on a déposé qui s'appelle Fondit, on essaye d'aider en tout cas les gestionnaires à identifier
les aides mobilisables et savoir comment les mobiliser. Et là-dessus, il y a deux enjeux, l'enjeu juridique et l'enjeu financier. Comment je porte le dossier d'aide et comment j'identifie les aides. Donc Loïc savait bien gérer le côté technique, Fondit vient compléter l'ensemble. Pour faire ça, nous, notre historique, rapidement, Fondit, ça va se présenter comme une sorte d'assistant, un expert qui va pouvoir, donc de la même manière que Loïc permettait d'être votre ingénieur d'audit énergétique, que vous pouviez solliciter un petit peu à la demande sur le bâtiment une fois les paramètres rentrés et qui était capable de vous dire voilà les économies que vous pourriez faire, voilà les combinaisons d'actions que vous pourriez mettre en place, voilà les budgets un petit peu attendus. Fondit, c'est un second volet qui va pouvoir guider sur toute la partie financement et constitution de dossier. On s'est associé pour ça à donc nous, on était vraiment des spécialistes de l'énergie et du bâtiment, avec des bases de données bâtimentaires, beaucoup d'informations qu'on a pu relever sur des bâtiments, beaucoup de bâtiments déjà modélisés pour nos clients, des scénarios identifiés. Et on s'est associé à un autre acteur du territoire rhône-alpin, qui est Finance et Territoires, qui là est plutôt une entreprise de conseil habituée à identifier pour ses clients les aides mobilisables et à monter pour eux les dossiers, monter pour eux les consortiums nécessaires, etc. Donc Finance et Territoires, c'est à peu près 800 missions, alors pas uniquement sur le bâtiment, sur différents sujets. 800 missions par an pour de dossiers de financement montés. L'intelligence artificielle, dans ce projet, vient nous permettre de faire communiquer et réunir deux savoir-faire, notre savoir-faire qui était un savoir-faire technique énergétique du bâtiment et le savoir-faire de Finance et Territoires, en s'appuyant sur, on va dire, un historique passé qui est un historique où on a capitalisé pas mal d'informations, nous, par la structure de notre dossier, et Finance et Territoires aussi avait cette particularité de construire des bases, de construire, de maintenir et d'entretenir des bases sur leurs aides, des bases sur les dossiers qu'ils ont pu identifier, et ça nous a permis de regrouper tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec de l'intelligence artificielle là-dessus? On lui fait apprendre nos métiers respectifs et surtout les interfaces de contact entre nos métiers qui n'étaient pas évidentes pour Finance et Territoires en allant vers le technique et pas évidentes pour Loïc d'aller dans le financier. Donc, on a des modèles qui aujourd'hui, ce projet est en cours, donc on a plutôt sur des POC et des POC avancés. On commence à avoir des modèles sur lesquels on a pu faire de l'apprentissage, sur lesquels on a pu faire des regroupements, sur lesquels on a pu structurer l'information qu'on présentait issue d'un sujet ou de l'autre pour être en mesure de faire des préconisations et aller de plus en plus loin. Alors, bien sûr, ce genre de choses est vachement facilité par l'existence de couches d'IA génératives, parce qu'en plus, on a un rédactionnel qui est fait très facilement et de manière très fluide pour l'utilisateur. Donc, l'IA générative, dans notre cas, est plutôt une interface pour restituer la réponse. Donc, on a une brique qui va identifier et recouper des informations un peu disparates et peut-être, sur des bases non directement structurées. Et en faisant ces rapprochements et d'apprentissage, on a surtout cette restitution en langage naturel qui permet une meilleure adoption par les utilisateurs. Donc, quel est l'intérêt pour nous et l'avantage d'utiliser l'intelligence artificielle? Comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça nous permet d'aller chercher de vastes données hétérogènes, des poules de données assez étendues, en gros l'équivalent un petit peu d'années d'expérience d'ingénieur, parce qu'on arrive à la même chose quand quelqu'un a 15 ans d'expérience sur un métier, il a quelque part emmagasiné un savoir-faire et une expérience sur un certain nombre de dossiers, on est capable d'aller aspirer et absorber ce savoir-faire directement dans un outil et de manière beaucoup plus rapide. C'est un outil de veille proactive, donc on s'en sert également pour aller parcourir l'ensemble des dispositifs existants pour être capable de mettre à jour plus rapidement les systèmes réglementaires et de veille qui évoluent en fait toutes les semaines. Il y a de nouvelles aides, des modifications, etc. qui apparaissent.
Ça nous permet de contextualiser les réponses qu'on va pouvoir apporter. On va réellement partir du contexte du client, du bâtiment, du plan de travaux qu'il souhaite faire ou des plans de travaux qu'il souhaite coordonner et d'être capable de lui ramener une information beaucoup plus structurée. Et donc, en gros, ça nous permet d'avoir une expertise augmentée, en tout cas une première approche sur des gens qui n'ont pas de connaissances a priori sur ces sujets. On est en mesure déjà de leur apporter une couche très significative pour leur donner envie de se mettre en route sur ce type de dossier. Donc, comme je vous dis, on est à peu près à mi-chemin de ce trajet, mais on a déjà identifié, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on a commencé, on a identifié un certain nombre d'apprentissages et de conclusions que je me proposais de partager avec vous aujourd'hui. Le premier, alors il est assez évident, mais en fait, c'est encore plus rapide que ce qu'on pense, c'est tester vite, échouer vite. En fait, on a moyen de tester très très rapidement des choses et on voit assez vite qu'il y a des pistes qui vont fonctionner, pas fonctionner. Et notre échelle de temps, qui était plutôt sur la quinzaine de jours ou du mois, voire du trimestre, se réduit en quelques demi-journées, quelques journées et une semaine. En gros, aujourd'hui, quand on explore un chemin, on se fait une vraie idée en 3 semaines. Le corollaire de ça, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans des choix technologiques, parce que nous, on a changé régulièrement de technologie. Au fur et à mesure qu'on avance, on abandonne certaines pistes, on en prend d'autres, on s'appuie sur une technologie, puis sur une autre. On se rend compte que si on était parti un peu en mode classique à faire des choix technologiques un peu structurants, eh ben on se serait mené dans des impasses assez graves. Alors ensuite, il y a un cas particulier, puisque dans notre approche, on a un passage par les LLM. Il y a une tentation de se dire, je démarre petit, je construis dessus. Nous, notre expérience, c'est partagé avec beaucoup de pairs avec qui j'ai pu échanger sur le sujet. Quand on essaye les LLM, c'est assez intéressant de commencer par les plus gros modèles, les plus puissants, les derniers sortis. Alors, ils coûtent un peu cher, mais vu qu'on va être en test, en réalité, c'est pas très très cher. Et ça nous permet de connaître un petit peu les limites de ce qu'on va savoir faire. Ça va permettre d'identifier bien le contour du cas d'usage qu'on va vouloir servir. Et il est toujours temps ensuite, quand on passe à l'échelle, d'aller chercher des modèles plus petits, de réduire, etc. Donc, c'est intéressant de commencer par, on va dire, l'artillerie lourde et réduire petit à petit. Un autre point qui a été évoqué, bien sûr, c'est la structuration de la donnée. On s'est rendu compte qu'on pensait avoir de la donnée bien structurée et on a encore eu besoin de l'enrichir. Et ça, c'est un gros temps passé. On peut aller très vite sur des prototypages de nouveaux cas d'usage. Donc ça, c'est super intéressant, c'est super excitant. Mais en fait, c'est le corollaire de ça. Il y a beaucoup de temps à passer en test, en ajustement, etc. Et finalement, ça retourne un petit peu nos habitudes. On passait beaucoup de temps à concevoir, à développer. Et finalement, au moment du test, c'était une portion un peu congrue. Le rapport s'est un peu inversé. On fait des choses très, très rapidement et on met très longtemps à les tester. Et ça conduit avec des mises en production qui sont plus longues que ce qu'on espérait. On démarre les projets très fort, ça va très vite. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a besoin de nouvelles questions d'infrastructure, de nouvelles choses à mettre en place, etc. Et tout ça retarde de beaucoup les projets. Et enfin, dernier point, échanger un maximum avec nos homologues, parce que c'est un peu un monde nouveau qui s'ouvre et les gens ont une manière d'utiliser les choses et de penser aux choses qui peuvent être complètement différentes des vôtres et c'est super riche d'échanger là-dessus. Voilà, j'ai essayé d'être un peu concis. Merci, M. Gallois. On a une question. Quel type de bâtiment a été concerné par les projets, les aides et en amont la collecte des données? Alors, hop, je vais arrêter le partage. Donc nous, on s'intéresse aux bâtiments tertiaires. Donc on a beaucoup, donc nos clients sont un peu à l'échelle du parc tertiaire français. Le parc tertiaire français, c'est la moitié de bâtiments détenus par le secteur public, la moitié détenus par le secteur privé. Donc nous, on a une pénétration assez forte sur le marché public, surtout que les aides concernent beaucoup le marché public. Donc on a accompagné sur des écoles, beaucoup sur l'enseignement. Et sur des bâtiments qui peuvent être détenus par le secteur public, donc des équipements sportifs ou les mairies, ce genre de choses. Mais toujours du tertiaire. Toujours du tertiaire et toujours d'assez gros tertiaire, puisque nos clients sont intéressés par le décret tertiaire, donc en général, ils ont plus de 1000 mètres carrés. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Alors, Monsieur Brunotte, Je prends la main. voilà, je vous laisse le micro donc, pour présenter la vision et les solutions de Vesta System. Alors, c'est peut-être pas ça qu'il faut que je montre. Ça doit être ça. Bonjour. Donc, oui, Xavier Brunotte. Là, je vais commencer par présenter un tout petit peu Vesta System. Donc, ça va être un peu pub, mais enfin pas trop, j'espère. Et ensuite, on va parler de l'IA telle que nous, on la pratique en fait. Et je mettrai quelques commentaires. Bon, voilà. Donc, Vesta System, en bref, nous, on déploie des solutions intelligentes, dites très intelligentes, bien sûr, pour le pilotage énergétique optimisé du bâtiment. C'est finalement des solutions de type GTB ou IoT pour le bâtiment. Donc, voilà, on a fait un chiffre d'affaires de 2,5, plutôt 2,4 millions, et on gère 300 sites tertiaires dans toute la France. Bon, on est 24, on fait plus de 500 000 mètres carrés de surface, etc. Et en général, on apporte des économies d'énergie, essentiellement parce qu'on gère mieux le chauffage et la climatisation et l'eau chaude, mais c'est essentiellement quand même en France sur le pilotage du chauffage. Voilà, alors bon, donc on dit qu'avec notre solution qui s'appelle Vestea Energy, vous pouvez aller vers le décret BAX et le décret tertiaire dont on a parlé. C'est des obligations. Un décret tertiaire, c'est des obligations de réduire vos consommations pour un bâtiment faisant une certaine taille. Et le décret BAX, c'est même une obligation de mettre des systèmes de Building Automation Control System pour réussir à faire ça. Voilà. Donc, bon, ça, c'est voilà, gestion énergétique simplifiée, confort, économie d'énergie, performance optimale. C'est quelques mots-clés que l'on dit. Et comme le 8, on est essentiellement sur du tertiaire, même si on fait un peu de logement collectif et et dans le logement collectif, on peut être en bas des chaufferies ou à l'intérieur du logement, mais c'est essentiellement le tertiaire. Donc, on va trouver de l'hôtellerie, de l'industrie, du tertiaire bureau tel que l'on comprend, les collectivités, mairies, gymnases, etc., l'enseignement, etc., et santé, beaucoup, on a fait beaucoup de santé. Voilà, alors ça, je vais quand même montrer deux exemples de sites, hein. Je ne vais pas montrer les 300. Voilà, c'est un site industriel qui se trouve dans le sud-ouest, dans les Landes. C'est l'aéronautique, c'est 21 000 mètres carrés. Et là, on pilote vraiment les différents types de chauffage qui sont des ventiloconvecteurs que l'on voit ici, des aérothermes qu'on voit là, des radiants gaz ici. On remonte les consommations électriques, gaz, eau. On a posé 36 au compteur pour connaître bien tous les comptages. On pilote l'éclairage et on fait des économies d'énergie. Bon, voilà. Un autre site qui est, comme on était dans le sud-ouest, là je vais aller dans le nord-est en Alsace. Et là, c'est une école. C'est un site qui fait 13 000 mètres carrés, 8 non pas 8 bâtiments, je crois que c'est 5 bâtiments. Et on pilote essentiellement les émetteurs de chauffage. Essentiellement par des vannes connectées qu'on voit ici, des capteurs de température, on pilote aussi des ventiloconvecteurs, etc. On a apporté 22% d'économie d'énergie sur la première année, ce qui est pas mal. Voilà, ça c'était pour montrer ce qu'on était. C'est donc on déploie notre système de pilotage et de remontée de consommation dans des bâtiments connectés. Voilà, maintenant j'arrive sur le sujet de l'IA. Alors, un petit retour en arrière hein, sur l'histoire de Vesta System. En fait, on s'est créé en 2011 avec des technologies venant de Grenoble INP, avec un brevet, une couche logicielle permettant de modéliser le comportement d'un bâtiment, ses différentes charges, les sources d'énergie, réseau, production locale PV, le stockage, batterie, énergie, etc. Et de réaliser des optimisations avec un horizon temporel de 24-48 heures pour décider quand, par exemple, quand commencer à chauffer, quand stocker de l'énergie dans de l'eau chaude ou dans de la batterie, quels étaient, en fonction évidemment des besoins, de l'utilisation, de la présence ou pas, de la météo, puisque évidemment le comportement thermique dépend de la météo, des tarifs de l'énergie et de l'histoire, je veux dire, à l'apprentissage de l'histoire. Donc on était quelque part vraiment dans une brique d'IA dès le départ, et en fait, à part cette brique-là, finalement, on ne savait pas faire grand-chose.
On avait une brique d'IA et puis on a essayé de se dire, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais c'est un petit peu l'histoire qu'on a. Bon, quand même, cette brique IA, c'était très, très, très dédié sur les besoins délestage, service au réseau, en fait, hein. Et intégration d'autonomie, intégration du PV et l'autonomie des systèmes. En fait, on s'est attaché à partir de là à développer une solution. C'est notre histoire, hein, c'est comme ça. Donc, on a développé d'abord ce qu'on a appelé l'Avesta Box, qui est quelque chose qui permet de communiquer avec les différents protocoles, On a parlé tout à l'heure de protocoles, donc on a fait une box gateway qui permet de discuter avec des protocoles. Alors, nous, on a beaucoup travaillé avec le protocole Radio et Notion. Aujourd'hui, on va de plus en plus le protocole Radio LoRa, mais ensuite, on travaille avec les protocoles existants dans le bâtiment, qui sont le BACnet, le Modbus, un peu le KNX, WMBus. Je ne vais pas parler de tous les protocoles, mais voilà, c'est des protocoles terrain et pratiquement tous les systèmes parlent l'un de ces protocoles. Ça permet de communiquer avec finalement pas mal de choses. Voilà, donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur une application logicielle qui permet finalement de visualiser les comptages, de visualiser l'état du bâtiment, de visualiser, de changer une programmation, de définir ses souhaits, de piloter les systèmes, et puis ensuite un cloud qui permet de gérer l'ensemble, de gérer ça, d'industrialiser les déploiements, etc., etc. Et puis, on s'est lancé d'avoir des équipes de déploiement, et ce qui permet finalement qu'on peut déployer un site assez rapidement dans toute la France. Voilà, donc voilà ce qu'on est, et donc finalement c'est une solution complète, assez efficace pour le pilotage de tous les bâtiments. Nos marchés, c'est donc sur tous les types, tous les bâtiments tertiaires, hein. C'est donc, on est finalement relativement en aval de l'O8, et peut-être qu'il faudrait qu'on discute ensemble d'ailleurs, parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Mais on est vraiment efficace sur les bâtiments qui n'ont pratiquement pas de solution, ou qui ont une GTB très limitée, et voilà, qu'on peut étendre assez facilement. Mais à l'origine, on était d'abord finalement de l'IA, même si ce n'était pas de l'IA générative, mais c'était bien quand même de l'IA. Du coup, je dis, voilà qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise l'IA dans notre solution. Donc j'en ai déjà parlé, mais on utilise donc bien ce qui était notre brique de base, qui est l'optimisation anticipative. Et que ça fonctionne comment, ceci? C'est d'abord la construction automatique d'un modèle thermique multipièce à base de résistance kappa. Donc voilà, on a un bâtiment, on a le plan, on construit, on sectorise le plan, qu'est-ce que c'est cette zone, cette zone, cette zone. Ça construit un modèle thermique, et ensuite on identifie automatiquement les paramètres du modèle, ce qui nous permet, on a une connexion à la météo, on a une connexion éventuelle à d'autres infos, les calendriers, un calendrier scolaire, calendrier présence-absence, calendrier interne, enfin, qu'on met dans la solution ou qui sont externes. On a des liens avec ce qu'on appelle les PMS, c'est-à-dire les systèmes de réservation des hôtels. Donc, on sait si une chambre, enfin, si on a connecté au PMS, si la chambre est occupée ou pas occupée. Et ça permet de faire des optimisations et de faire le réduit de nuit plus efficace, de ne pas chauffer la chambre si elle est inoccupée, etc., etc. Et des prises de décision, en particulier dans les bâtiments ou dans les grandes salles de réunion, sur la baisse de nuit, par exemple, typiquement. C'est-à-dire on va baisser, non pas à 17, mais éventuellement à 14, surtout sur le week-end. Et savoir quand est-ce qu'on va réchauffer, relancer le chauffage pour que lorsque vous revenez le matin, le lundi matin, il fasse chaud. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Alors j'ai mis un petit guillemet sur IA, parce qu'au moment où on m'a sollicité sur cette présentation, j'ai dit, OK, on fait des couches d'intelligence, mais dire que c'est de l'intelligence artificielle avec l'IA générative, non, pas vraiment. Nous, on fait, même si on aimerait bien en faire sur certains aspects, on fait de l'IA, du modèle, et on fait de l'intelligence, pas nécessairement de la couche du chat GPT, même si de temps en temps, on en a besoin.
Alors, je donne d'autres exemples d'IA, c'est stockage dans les ballons d'eau chaude. On va stocker, produire plus ou moins d'eau chaude la nuit et la stocker en heure creuse ou lorsque le tarif est bas, en fonction d'une prévision de besoin. Et la prévision de besoin, c'est typiquement parce que j'ai un pattern historique qui me dit je l'utilise plutôt moins l'eau chaude le vendredi que le lundi, enfin j'en sais trop rien. Mais surtout, et surtout on fait ça surtout en fait dans les hôtels et lié finalement à la connaissance de l'occupation, du taux d'occupation des chambres. Donc moins l'hôtel est occupé, moi je chaufferai de chaude. Voilà, alors d'autres exemples d'utilisation, c'est, on a parlé précédemment dans la première présentation effectivement l'ouverture de fenêtres. Alors l'ouverture de fenêtres, on met des capteurs dans 20% des cas, à peu près, hein. Et dans ce cas-là, lorsque le capteur nous dit la fenêtre est ouverte, on coupe le chauffage naturellement ou la climatisation naturellement. Bon, c'est de l'intelligence, mais on a aussi intégré des algos qui finalement permettent de comprendre que la fenêtre est ouverte, même sans capteur. Alors voilà, c'est typiquement, c'est parce que j'ai un gradient de température, une chute de température un peu rapide, un peu trop rapide, pas normal, qui me dit c'est la fenêtre qui est ouverte. Et dans ce cas-là, on coupe le chauffage aussi. Alors voilà, ça marche très bien en hiver. Ça marche un peu moins bien en été et en intersaison, ça marche nettement moins bien. Mais finalement, l'intersaison, il fait à peu près aussi chaud, aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc c'est moins grave. D'un point de vue énergétique, c'est beaucoup moins grave. Bon, donc c'est mieux d'avoir des capteurs, mais on a la capacité à s'en passer. Je me souviens très bien d'une réunion à Aumênuire sur un site où on voyait les fenêtres ouvertes, on voyait sur l'application qu'on avait dit que les fenêtres ouvertes, on a été checké sur 3-4 chambres et on était bon. Donc, en fait, ça marche vraiment plutôt pas mal, hein, cet algo. Maintenant, on essaie quand même de vendre plutôt, mettez des capteurs. D'un point de vue sécurité, il y a d'autres usages. Mais bon, c'est aussi une question de coût. Voilà, alors ensuite, l'IA, on l'utilise aussi pour comprendre le défaut. Alors, je vais donner quelques exemples, hein. Typiquement, je dirais 40% de nos, on déploie beaucoup de solutions pour aller piloter les émetteurs. Les émetteurs, c'est beaucoup des radiateurs à eau. Donc, on met des vannes connectées. C'est beaucoup des radiateurs électriques. Mais je vais parler des radiateurs à eau. Voilà, typiquement, j'ai mon algorithme de régulation dit il fait froid, il faut que je chauffe. Je chauffe. Enfin, je chauffe, ça signifie j'ouvre la vanne. Ben, je constate, parce qu'on a des mesures, hein, que la température au bas de la vanne est froide, ou à peu près égale à la température ambiante. La conclusion qu'on en tire, c'est que le radiateur a un problème. Le radiateur a un problème, c'est-à-dire qu'il a par exemple soit le robinet en lui-même sur lequel le moteur de vanne pilote est grippé, c'est-à-dire que le petit bitonio est coincé, soit le radiateur est emboué, donc il faut faire passer le plombier, soit l'eau qui arrive est froide et il y a un problème en amont. Voilà, mais on est capable donc, par cette analyse-là, de dire mais vous avez un problème sur ce radiateur ou vous avez un problème sur le circuit hydraulique ou sur le robinet. Voilà, donc réciproquement, la vanne est fermée, mais la température est quand même haute. Ça signifie que l'eau circule quand même dans le radiateur. Ça signifie que probablement le robinet est HS et qu'il faut le changer. Ou alors qu'il y a des saletés qui empêchent la fermeture et ça serait bien de nettoyer les circuits de flotte. Voilà, si on connaît la topologie du circuit hydraulique, on peut dire que ce n'est pas ce radiateur qui pose problème, mais c'est tout le circuit hydraulique. Et puis évidemment, la vanne ouverte est à fond, la température monte un peu, mais malgré tout, il ne fait pas assez chaud, et monte un petit peu la température de départ au niveau de la chaufferie. Voilà, alors ensuite, c'est analyser des défauts, exemple radiateur électrique. L'actionnaire est en mode confort, le radiateur est censé chauffer, ça ne chauffe pas. Soit le robinet, il y a un problème sur le radiateur électrique. Alors,
Je vous dis ça, hein, parce que le support, et ça, on en parlait lorsque il y a un client qui dit mais ça chauffe pas. On dit mais tu as un problème sur ton, ton, ton convecteur électrique. Le client, il râle un peu, il n'est pas toujours convaincu. Ça, c'est une vraie difficulté. Mais bon. Autre exemple, ouais, c'est ça là que je voulais dire. La communication sur le défaut d'un système n'est pas toujours facile et il va falloir qu'on intègre à terme, je pense, un chatbot à base d'IA probablement, qui permet finalement d'amener naturellement le client à comprendre la problématique. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on aimerait bien avoir. Bon, voilà, j'ai un autre défaut, c'est température basse en sortie de ballon d'ECS, probablement, qui a la résistance du ballon ECS, où il y a un problème sur le ballon ECS. Voilà un tout petit peu d'exemples. Je crois que, ben non, j'ai encore, évidemment, vous avez des consommations, puis vous avez une dérive. Donc, analyse de la dérive. On ne sait pas toujours pourquoi il y a une dérive, mais par contre, faire remonter qu'il y a une dérive, que vous avez plus consommé en corrigeant avec la température extérieure, avec ce qu'on appelle les degrés jour unifiés. Voilà, ça permet d'avoir une dérive de la consommation. Et puis ensuite, aussi dérive de l'efficacité des systèmes. Euh, euh, vous injectez 100 kW d'énergie électrique dans une pompe à chaleur et vous ressortez avec pas grand-chose. Il y a peut-être un problème sur le COP de la pompe à chaleur. Donc il peut y avoir des dérives sur l'efficacité des systèmes et ça, c'est aussi une analyse. Voilà. On a déjà fait un titre expérimental, on a peu fait, nous, on a un peu travaillé là-dessus pour l'optimisation de l'autoconsommation, de l'autoproduction. C'est quelque chose sur lequel on souhaite retravailler et en particulier dans le cadre de systèmes collectifs, plus collectifs. Mais pour l'instant, on n'en a pas encore trop fait. Voilà, donc la conclusion, l'IA était notre point de départ. On a travaillé sur bien d'autres choses et sur des choses beaucoup plus terre à terre et concrètes pour amener des solutions qui sont relativement efficaces. Mais je crois que l'IA sera une partie de notre futur et on doit retravailler encore sur pas mal de sujets, et en particulier sur tout ce qui est support, maintenance, diagnostic, explication, donner des explications intelligibles. Voilà. Voilà à peu près mes éléments. Et ensuite, il y a une chose que je n'ai pas osé mettre, mais c'est finalement le 8 est très clairement en a parlé. Nous, il y a une chose aussi sur laquelle l'IA nous intéresse avec nous, enfin nous, en direct ou avec des sociétés comme le 8, c'est en amont identifier les bons sites et identifier combien on va pouvoir faire d'économies en mettant nos systèmes. Et ça, l'IA aussi permettrait de le faire. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Brunot. Merci à tous nos intervenants du jour. J'ai noté qu'on a parlé d'IA technologique, mais aussi d'IA métier un petit peu, d'IA embarqué. Donc, clairement, les sujets énergie et bâtiment sont très prometteurs pour adopter l'IA. Donc, si jamais c'est un sujet auquel vous pensez, n'hésitez pas à vous rapprocher de Tenerdis si vous êtes adhérent ou sinon d'un de vos contacts Minasmart pour voir comment on peut vous aider. Avant de se quitter, on a un peu débordé, mais il y a eu une question que j'avais laissée en suspens qui était un peu ouverte, mais j'espère que vous pourriez y répondre. Est-ce que d'après vous, l'autoconsommation collective est une solution pour diminuer les demandes d'énergie, avec ou sans batterie de stockage supplémentaire, en considérant la batterie des VE, je suis désolée, je ne suis pas spécialiste du Véhicule domaine, électrique. notamment. Et les Véhicule véhicules électrique. électriques, merci, notamment. Vaste Oui, sujet, Madame Demour, merci d'avoir posé. Ben alors, oui, ouais, oui, vas-y, vas-y, la vas-y, réponse vas-y. étant oui. Oui, oui, la réponse est oui, bien évidemment. Mais toutes les solutions toutes les solutions qui vont rapprocher de l'autoconsommation sont entre guillemets bonnes à prendre.
De toute façon, il y a une chose qui est certaine, RTE a fait une conférence de presse le 16 octobre l'année dernière dans laquelle ils ont effectivement indiqué qu'il y aurait à terme des problèmes d'approvisionnement sur le réseau. Et donc, effectivement, aujourd'hui, en poussant l'électrification des véhicules, il est effectivement obligatoire d'avoir recours à des énergies alternatives. Ceci étant dit, les énergies alternatives sont effectivement alternatives. On ne sait pas quand est-ce qu'il va faire beau, quand est-ce qu'il va pas faire beau, quand est-ce que ça va produire, quand est-ce que ça va pas produire. C'est beaucoup plus facile quand on est une centrale nucléaire, quand on a un appel réseau de tourner un bouton, je caricature, pour envoyer de la puissance sur le réseau. C'est beaucoup plus difficile, effectivement, avec des énergies renouvelables. Et sachant qu'effectivement, les 6 tranches d'EPR qui sont dans les tuyaux, le gouvernement aurait dû signer l'ordre de démarrage début d'année, c'est repoussé à fin d'année, et peut-être que cette fin d'année 2025, ce sera encore repoussé. Donc ces 6 tranches d'EPR ne sont pas encore là, très clairement. Eh ben merci beaucoup pour l'ouverture de ce sujet qui m'amène à dire que l'IA n'est peut-être pas non plus une solution à tout et ne sauvera pas à lui seul non plus tous les enjeux d'une filière. Donc, pour être sûr que ça peut vous correspondre, n'hésitez pas en tous les cas à vous rapprocher d'un partenaire Minasmart. Voilà. Merci à tous pour vos interventions, pour votre participation. Merci à Ingrid de Tenerdis pour son partenariat. Merci à Emmanuel, ma collègue, pour toute la réalisation logistique. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci À très beaucoup. bientôt. Très bonne Merci journée. à tous. Bon week-end à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.